Cela fait 20 ans que j'enseigne au Canada anglophone, et donc que je parle l'anglais tous les jours, si bien que mon français, par moments, je cherche mes mots. Et aussi, de temps en temps, il y a quelques anglicismes inévitables malgré mes efforts. Après quelques définitions, je voudrais parler des conditions d'apprentissage d'une langue, puis du modèle basé sur l'usage qui est un modèle en linguistique appliquée et plus précisément en psychologie. J'aborderai très brièvement le vocabulaire puisque nous en avons déjà parlé, bien que la façon dont je l'aborde sera probablement un peu différente. Et je me concentrerai sur l'acquisition et l'enseignement de la grammaire. Je parlerai tout d'abord de quelques théories, mais ce que je voudrais surtout faire, c'est appliquer ces théories pour que vous puissiez vous servir de certains principes pour faire vos propres activités et découvrir de nouvelles pistes. Donc, plutôt que de proposer des solutions, le but de cette présentation est plutôt de vous donner quelques outils et aussi de répondre à quelques questions qui vous aideront à, par la suite, trouver des pistes à développer. Et je donnerai quelques exemples d'activités pour illustrer les théories que j'aurai présentées. Avant de me lancer dans quelques explications, je voudrais tout d'abord donné quelques définitions, qui sont des définitions en linguistique appliquée et aussi en langue en général. Tout d'abord, un item. Un item est un représentant d'une catégorie linguistique, une catégorie abstraite. Alors, par exemple, dans les mots en sion, qui sont féminins, il y a 1865 items. Et dans cette catégorie, un seul item est masculin, qui est le mot bastion. Donc, un item est un représentant d'une catégorie. Une L1 ou langue maternelle, c'est la langue que l'enfant apprend de son entourage d'au moins un parent, et pas nécessairement d'ailleurs de la mère. Une L2 est une langue étrangère et on appelle aussi une langue seconde, mais langue seconde, il y a aussi des différences au niveau politique. Par exemple, au Canada, on appelle langue seconde l'autre langue, c'est-à-dire des anglophones qui apprennent le français, c'est une langue seconde pour eux, par opposition à langue étrangère qui n'est pas une langue nationale. Le terme L2 englobe les deux, langue étrangère et langue seconde. Les francophones majoritaires sont des francophones. Un francophone majoritaire est un francophone qui vit en milieu entièrement francophone. Donc, par exemple, des Français qui vivent en France et qui ont des parents français et qui parlent le français 100% du temps. Tandis qu'un francophone minoritaire, c'est un francophone qui a une exposition et une pratique restreinte de la langue et qui va parler la langue. Cela dépend, ça peut aller de 30, 50, 70% du temps, et une autre langue le reste du temps. Par exemple, les franco-ontariens peuvent parler le français à la maison et être dans un milieu anglophone le reste du temps. Voilà, donc j'ai essayé de restreindre les définitions au minimum. Alors, les conditions d'apprentissage. Lorsqu'on apprend une langue, il y a trois grands groupes de conditions. Tout d'abord, les conditions intérieures communes à tous les locuteurs, c'est-à-dire tous les organes de la parole, en passant, tout d'abord le cerveau et les organes de la parole, larynx, corde vocale, palais, nez, langue, etc. Bon, là, en tant qu'enseignant, on ne peut rien du tout là-dessus, ça ne nous concerne pas vraiment. Les conditions individuelles, le quotient intellectuel, le type d'intelligence, la motivation, les stratégies d'apprentissage, l'expérience avec la langue. Je les ai mis en mauve dans la mesure où les enseignants contribuent en partie.
Et en rouge, ce sont les conditions là qui sont les enseignants, eux, c'est eux qui vont participer à cela plus que tout le reste. Donc, conditions extérieures, nombre d'heures de pratique, répétition, niveau de l'enseignement par rapport à celui des élèves, méthode d'enseignement, conditions favorisant l'apprentissage, etc. Et c'est donc sur ces parties-là que nous allons nous concentrer ici, dans cette présentation. Alors, pour apprendre le français en milieu majoritaire, donc 100% du temps, les enfants L1, donc de langue maternelle, ont eu environ, ça c'est mon estimation, je n'ai pas vraiment vu de chiffres exacts, mais quand ils arrivent à l'âge de 6 ans, ils ont eu un peu plus de 20 000 heures de pratique orale de la langue, ce qui est énorme. Ils arrivent à l'école en maîtrisant déjà la langue orale, c'est-à-dire les registres de langue, sont rapidement capables de savoir si un mot est vulgaire ou non, familier ou non, et si un mot est rare ou non. Ils maîtrisent la prononciation, le vocabulaire de base, etc. Encore que le vocabulaire de base, il faudrait définir, comme nous l'avions vu tout à l'heure, ce qu'on appelle vocabulaire de base, mais enfin, vocabulaire de la conversation de tous les jours, au moins. Ils apprennent d'abord à parler et ensuite à écrire. Quand ils apprennent à écrire, ils apprennent à faire le lien entre l'oral et l'écrit, en principe. L'école et les cours de français permettent de raffiner la langue et de perfectionner certaines compétences linguistiques. Par exemple, lecture et analyse de texte, compréhension de l'écrit, maîtrise de la langue soutenue, etc. L'étude de la langue écrite et de la grammaire, en fait, sont les fondations de la littératie. Autrement dit, pour pouvoir comprendre des textes, il faut avoir suffisamment de vocabulaire, être familier avec différentes structures, mais aussi avoir déjà entendu ou lu pas mal de mots. Mais apprendre une langue seconde ou même une langue maternelle dans un autre pays, là, nous nous trouvons dans une situation différente, parce que le nombre d'heures d'exposition à la langue n'est pas le même. Autrement dit, même si les parents sont francophones et si les enfants parlent le français toute la journée, il va avoir au minimum une période de temps où ils parlent autre chose que le français, en général, à moins d'être complètement séparés. Et aussi, le nombre de personnes avec qui ils parlent le français va être limité. Parce que, donc, les situations d'acquisition sont différentes. Ce qui veut dire qu'ils souvent, ils ne maîtrisent pas la langue comme des locuteurs natifs en milieu majoritaire. Par exemple, il n'y a pas de voisins, de cousins, d'amis, de grands-parents, etc., pour fournir un input différent, c'est-à-dire des mots, des expressions différentes, si bien que même si on a l'impression qu'ils sont dans un milieu francophone, à l'école et à la maison, en réalité, ils ne sont pas tout à fait. Et cela va avoir un impact sur la compréhension et la maîtrise de la langue. En milieu minoritaire, même si les apprenants maîtrisent la langue, cette langue orale est limitée par rapport à des francophones majoritaires à tous les niveaux. Vocabulaire, registre de langue, grammaire, etc. Alors, moi, par exemple, j'habite en Ontario. Mes enfants vont dans une école francophone et moi, on parle français à la maison. Toutefois, mon mari ne parle pas français, donc déjà, mes enfants parlent le français la moitié du temps à la maison. À l'école, même si c'est une école francophone, dès que les enfants à la récréation ou dès qu'il n'y a pas de quelqu'un qui contrôle, ils vont tout de suite parler l'anglais. Et en dehors de l'école, entre l'école et la maison, ils vont parler une autre langue.
Le résultat de cette différence d'exposition à la langue est énorme. Par exemple, les enfants vont faire des erreurs de genre, ils vont dire « la problème », ou bien de conjugaison, ils vont dire « il a mouru », ou de pronoms avec une forte influence de l'anglais, avec, ils vont dire quelque chose comme « il parle à lui » au lieu de « il lui parle ». Donc, chose qu'on ne verrait jamais en milieu majoritaire. Et la langue écrite est problématique si la langue orale ne l'est pas. C'est-à-dire que si à l'oral on dit « il a mouru », ben, à l'écrit on va le dire aussi, forcément. Et s'il y a des erreurs à l'oral, ces erreurs de l'oral vont être on va les retrouver d'autant plus à l'écrit. Alors, le modèle basé sur l'usage, qui est un modèle en psychologie et en linguistique appliquée, selon les études menées dans ce cadre, le cerveau stocke les informations d'après la fréquence d'écoute et d'exposition et crée un système de probabilité. En milieu naturel, l'enfant apprend un mot avec ses caractéristiques linguistiques, phonétiques, syntaxiques, lexicales, etc. Par exemple, pour les verbes, quand un enfant apprend un verbe, il apprend le genre de sujet qui va avec ce verbe, si c'est un sujet personnel ou impersonnel, s'il faut un complément ou non, pour verbe transitif ou intransitif, s'il faut un complément d'objet direct ou indirect, le temps, le mode et la voix qui est utilisé le plus souvent avec ce verbe. Par exemple, pour le verbe falloir, quand un enfant apprend le verbe falloir, il apprend qu'il faut le « il » impersonnel. On ne peut pas dire « je faut »,« tu faut » conjugué avec une personne. Le plus souvent, on l'utilise au présent, même si on peut l'utiliser à d'autres temps. Il a fallu, il faudrait, etc. Mais le plus souvent, il est utilisé au présent. Et on utilise soit un infinitif, soit un subjonctif après. Donc, il faut partir ou il faut que tu fasses tes devoirs. Autrement dit, l'apprentissage du mot, il ne s'agit pas simplement d'apprendre un mot, il s'agit d'apprendre toutes les caractéristiques qui vont avec ce mot. Mais pour que cela se fasse, il faut que le mot soit vu en contexte dans des phrases entières et qu'il y ait suffisamment de contexte pour que le cerveau puisse extraire toutes ces règles qui vont avec le mot. Donc, il faut de nombreuses répétitions du mot vu en contexte pour que le cerveau commence à créer une banque de données, créer d'items, donc nous avons vu la définition tout à l'heure, un représentant de chaque structure. Une fois qu'il y a suffisamment d'items stockés en mémoire et à la mémoire à long terme, le cerveau commence à créer des catégories abstraites et on peut considérer à ce moment-là que l'apprenant maîtrise une règle. Pour l'acquisition des conjugaisons et des verbes, il faut avoir entendu, remarqué et pratiqué les conjugaisons de centaines de verbes pour que le cerveau stocke toutes ces informations et soit capable de le faire intuitivement. Autrement dit, qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que l'apprentissage de la grammaire, si on veut le faire naturellement, intuitivement, il va falloir stocker une grande quantité d'informations parce qu'il va falloir stocker des items et pour stocker un item, il faut l'avoir entendu lui-même de nombreuses fois. Autrement dit, l'acquisition de la grammaire est impossible sans qu'il y ait un très grand nombre de répétitions, et je vais donner des exemples tout à l'heure du genre de répétition que l'on peut avoir. Alors, par exemple, pour l'acquisition du genre grammatical, pour savoir que les mots féminins sont, les mots qui se terminent en tion sont féminins, bon, il n'est pas nécessaire d'avoir acquis les 1865 items, mais il faut en avoir acquis suffisamment pour que le cerveau extrait les informations. Alors, par exemple,
Étant donné que pour les mots anciens, il y a de nombreux items et qu'il y a peu de concurrents, même il n'y en a qu'un seul, l'acquisition devrait se faire relativement facilement puisqu'il n'y a pas de concurrents. Mais si on prend les mots antis, il y a 9 mots antis, ce qui déjà est très peu. Sur ces 9, il y en a 4 de masculin et 5 de féminin, donc 3 sont très rares et 3 assez rares. Alors, un armistice, un interstice, un solstice, un statis, et les mots féminins, une adventice, une natis, une injustice, une justice et une notice. Qu'est-ce que l'on peut en déduire à partir de ce modèle et de cette théorie? Qu'il va y avoir des problèmes dans l'acquisition du genre des mots antis, parce qu'il y a peu de mots, et parmi ces mots, beaucoup sont rares, et en plus, il y a autant de concurrents il y en a autant de masculins que de féminins. Autrement dit, cela va créer des confusions. Tandis que pour les mots anciens, normalement, il n'y aurait pas de problème, personne ne va dire le situation. Tandis que pour armistice, en plus, on utilise souvent l'article défini, l'armistice, donc on entend encore moins le un ou le une. Résultat, s'il y a des erreurs, ça va être sur ce genre de mots, parce que le cerveau ne peut pas facilement extraire des informations parce qu'il n'y a pas suffisamment d'items, et en plus, ces items sont rares. Donc, on a ici un exemple de ce modèle. Alors, pour l'acquisition du genre, comment ça se passe? Comment les enfants francophones apprennent-ils le genre? Alors, si quelqu'un a déjà enseigné le genre à des non-francophones, on sait que le genre est particulièrement problématique. Des personnes peuvent parler le français de façon impeccable, mais continuer à se tromper avec le genre. Et pourtant, les enfants francophones arrivent à l'apprendre relativement facilement. Mais en réalité, ils l'apprennent facilement parce qu'ils ont appris un grand nombre de mots et les propriétés qui vont avec ces mots. Donc, après avoir appris un acide, un arachide, le bolide, le fluide, le druide, le liquide, etc., le cerveau va créer des catégories abstraites que les noms en ide sont masculins. Et même chose pour les mots en ude ou en tude, mais finalement, ils se terminent tous les deux en DE. Donc vous voyez la difficulté d'apprendre ce genre de choses, d'autant plus pour des non-natifs. Donc une altitude, une amplitude, la longitude, la latitude, etc. Le cerveau crée des catégories. OK, tude, ça veut dire féminin, donc la et tude. Voilà. Mais tout cela est possible parce que le cerveau a une tendance naturelle à généraliser une règle à partir des informations enregistrées. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'informations enregistrées dans le système. On applique donc tendance générale à appliquer la règle la plus fréquente aux cas les moins fréquents. C'est ce qu'on appelle la surgénéralisation. Par exemple, la plupart des verbes ont l'auxiliaire avoir au temps composé, donc j'ai vu, j'ai su, j'ai mangé, j'ai bu, etc. Et il y a une classe beaucoup plus restreinte de verbes qui ont l'auxiliaire être, principalement des verbes de mouvement, aller, venir, rentrer, sortir, et les verbes pronominaux, donc elle est arrivée, je me suis ennuyée. Étant donné que le cerveau a une tendance naturelle à généraliser, on peut prévoir les erreurs que les apprenants vont faire. Donc, puisque les verbes avec avoir sont plus fréquents qu'avec être, le cerveau, au départ, va généraliser que pour le passé composé, on va utiliser avoir. Et c'est comme ça que des enfants francophones, et je ne parle même pas des non-francophones, vont dire des choses comme « j'ai tombé » ou bien « je m'ai fait mal », parce que avoir, c'est plus fréquent qu'être. Donc, ce genre de généralisation, en fait, c'est ce que j'appellerais une bonne faute, une bonne erreur. Ça veut dire qu'ils ont vu, enfin, le cerveau a acquis la règle générale et ensuite on l'applique à des cas moins fréquents, mais au moins ça veut dire qu'ils ont acquis la règle la plus fréquente, ce qui est finalement une bonne chose.
Mais si on comprend cela, on voit rapidement qu'il faut travailler une seule structure à la fois, avec beaucoup d'exemples pour que le cerveau extrait les informations naturellement. Parce que si on fait deux structures à la fois, par exemple le passé composé avec avoir et être, ça va être le mélange des deux structures et des deux règles, accord, pas accord, et à la fin, ça va être le mélange. On ne saura plus s'il faut l'accord, s'il ne faut pas l'accord, s'il faut tel auxiliaire ou un autre. Il faut éviter de mélanger les structures quand on enseigne quelque chose et se concentrer sur une structure à la fois autant que possible. L'autre chose que je voulais vous montrer ici, je voulais vous montrer quelques études pour expliquer le rôle de la fréquence et de la répétition et aussi de l'exposition à la langue et à quel point on a tendance à sous-estimer le rôle de la pratique et de l'exposition à la langue. Alors, par exemple, dans une étude de Harada, mais avec des professeurs natifs dans une école anglophone où toute l'éducation se fait en anglais, des apprenants anglophones, mais aussi des Japonais qui sont arrivés dans cette école très jeunes, à l'âge de 3-4 ans. À la fin de leur scolarité, donc en sixième et même jusqu'en terminale, les études indiquent, enfin les résultats de cette étude indiquent que, en ayant fait toute leur scolarité en milieu anglophone avec des profs anglophones natifs, ils n'arrivent pas à avoir une prononciation native et leur prononciation se situe entre le japonais et l'anglais pour certaines consonnes. Dans l'étude que j'ai faite portant sur les liaisons obligatoires, du style les enfants, nous avons, où on prononce la consonne à l'initiale de l'autre mot, on voit une corrélation entre le temps de contact avec la langue des locuteurs et leur production de liaison. Et la production de liaison obligatoire est un indicateur de la maîtrise de la langue orale et de la prononciation. On voit que plus les locuteurs ont été en contact avec la langue, plus leur production de liaison est élevée. 97,5% pour les locuteurs venant de France et 94,8% pour les locuteurs venant de pays africains. Et les locuteurs de cette étude ont précisé qu'ils parlaient le français à l'école et une langue africaine à la maison. Donc, leur contact avec le français était pratiquement de moitié de celui des locuteurs francophones. Et on voit donc que l'impact d'un contact restreint avec la langue. De même, dans la même étude de 2011, lorsque j'ai fait 1 heure de cours de prononciation, donc 1 heure, c'est vraiment rien, avec une différence de 5 à 10 minutes de plus de répétition, on voit des différences dans la production des apprenants. Donc 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, sans parler de centaines ou de milliers d'heures, ça fait une énorme différence. Alors là, on voit la différence de production des différents locuteurs francophones et la production, en fait, dépend du contact qu'ils ont eu avec la langue. Alors, les locuteurs de France, 97,5, de Belgique, voilà, et on voit donc que la production de liaison est proportionnelle à l'input qu'ils ont reçu. Donc, plus ils sont uniquement dans un milieu francophone, plus ils produisent de liaison, plus ils parlent une autre langue le reste du temps, moins ils produisent de liaison. Donc, francophone majoritaire, 95,6, francophone minoritaire, 85,5. Je n'ai pas le temps d'aller trop dans le détail ici. Maintenant, les anglophones qui ont appris le français à l'école, 60,7%, ce qui est nettement moins que les francophones minoritaires qui eux-mêmes en produisent moins que les locuteurs majoritaires. Autrement dit, on voit une corrélation nette entre le temps d'exposition et la production. Mais si, après 1 heure de cours de prononciation,
on voit que les anglophones au temps 1, c'est-à-dire avant la leçon, produisaient 60% de liaisons, mais après la leçon qui n'était que d'1 heure, ce qui est très peu, ils en produisent 69%, ce qui montre un progrès quand même important. Et une semaine plus tard, ils se souviennent encore et même ils continuent à faire des progrès avec 69,5%. Autrement dit, on voit l'impact même à très petite échelle, après seulement 1 heure de cours. Alors, tout cela, bon, les liaisons, on s'en fiche un peu, ce n'est pas le plus important, mais ce qui est important ici, c'est l'impact de ces théories et en quoi cela vous intéresse, vous, dans votre enseignement. Alors, tout d'abord, ce qui ressort de ces études-là et d'autres études, c'est que les explications de règles, en particulier de règles de grammaire ou de règles de prononciation, aident un peu, mais pas beaucoup, en fait. Les apprenants peuvent comprendre des règles de prononciation ou de grammaire, mais continuer à faire des erreurs, et même s'ils connaissent la règle. Ou bien ils peuvent mélanger les règles, surtout s'il y en a plusieurs. Et ça, c'est dans le meilleur des cas où ils auraient même compris la règle au départ. Même des règles qui paraissent simples, telles que le S du pluriel ou le E du féminin, en fait, ne sont pas acquises facilement. Si vous enseignez au primaire, je crois que vous comprenez ce que je dis. Mais pourquoi les règles ne fonctionnent pas? Parce que le cerveau ne fonctionne pas en termes de règles abstraites, mais plutôt, et conscientes, mais plutôt en termes de règles inconscientes. Et pour pouvoir arriver à la maîtrise de règles inconscientes, il faut avoir eu énormément de répétitions pour que le cerveau ait extrait ces règles naturellement. Donc, pour maximiser les efforts de tous, ce qu'on veut faire, c'est aller dans le même sens que le cerveau, c'est-à-dire proposer un grand nombre de répétitions pour que le cerveau vraiment acquiert tout ce qu'il faut, naturellement. Alors, les implications pour l'enseignement. Il va falloir trouver des façons d'accroître la banque de données de vocabulaire de l'apprenant avant d'enseigner des règles de grammaire et de lecture. Par exemple, il faut travailler également la prononciation, surtout si les personnes ne sont pas toutes natives, et la reconnaissance de la prononciation. Parce que si les élèves ne prononcent pas correctement certains phonèmes, à ce moment-là, il va y avoir des répercussions sur l'écrit. Ça, c'est encore autre chose. Donc, pour travailler les mots en EIL, AIL, etc., et le pluriel, l'orthographe, encore faut-il qu'ils connaissent suffisamment de mots dans ces catégories. Donc, le travail, le rail, le portail, etc. Et même chose pour les mots en EI, etc. Donc, on va travailler à partir de listes de même catégorie. Et une fois que les élèves semblent avoir acquis les structures, donc par exemple les mots masculins, les mots qui se terminent par EIL, AIL, EUL sont masculins, à ce moment-là, on va pouvoir faire travailler d'autres structures. Alors ça, c'est important parce que s'ils comprennent si on travaille ce genre de choses, ils vont vite comprendre et acquérir naturellement, parce que la compréhension n'est pas forcément signe de maîtrise, que si c'est le, ça va se terminer par IL, et ça ne peut pas se terminer par ILLE, par exemple, parce que combien de fois on trouve le travail, LLE à la fin, mais ça, si on travaille ce genre de vocabulaire en contexte avec beaucoup de répétitions, normalement, il ne devrait pas faire ce genre de faute. Et une fois qu'une structure est acquise, à ce moment-là, on passe à une autre structure. Mais ce qu'on ne veut pas faire, c'est travailler en même temps les mots qui se terminent par EIL et les mots qui se terminent par EI2LE. Parce que si on fait les deux ensemble, ça va créer des confusions. Alors, à faire.
voir d'abord, autant que possible, la règle la plus fréquente avant de voir la règle la moins fréquente. Par exemple, voir d'abord l'auxiliaire avoir pour le passé composé. Bon, maintenant, si on est obligé d'utiliser certains verbes, on peut préciser, oui, quelques verbes dont on a besoin, mais autant que possible se concentrer sur une seule structure. Enseigner les items individuels constituant une règle plutôt que la règle abstraite elle-même. Alors, plutôt que de dire pour le passé composé, on va utiliser l'auxiliaire avoir, puis le participe passé des verbes en ER qui se forment avec et accent aigu. Bon, déjà, il y en aura toujours qui ne se souviendront pas de ce que c'est que le participe passé, etc. Tandis que si on donne des exemples, j'ai mangé, tu as dansé, il a acheté, ben, il vaut mieux qu'ils ne sachent pas trop ce que c'est que le passé composé, mais qu'ils sachent l'écrire correctement, plutôt qu'ils connaissent la terminologie et qu'ils fassent des fautes à la fin. Donc, donner de nombreux exemples et limiter les règles et les explications. Voir une règle à la fois, par exemple, seulement l'auxiliaire avoir avec des verbes en ER, donc du premier groupe, plutôt que de commencer tous les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, après on mélange le tout. Commencer, alors ça c'est important, on a dit tout à l'heure qu'il fallait beaucoup de répétitions. Mais qu'est-ce qu'on entend par répétition? Parce qu'on ne peut pas répéter j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. On ne peut pas répéter la même chose de nombreuses fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir de nombreuses répétitions, et c'est là tout le travail de l'enseignant, c'est de fournir de nombreuses répétitions sans que cela ne paraisse répétitif. Et c'est là où il va falloir la jouer fine. Donc, et je vais donner des exemples de comment faire ce genre de choses. Et éviter de voir des règles contraires qui vont créer de la confusion. Et une fois que la règle la plus fréquente est acquise, à ce moment-là, on va voir la règle la moins fréquente. Et une fois que tout ça est acquis, enfin, on voit les exceptions. Parce que combien de fois j'ai vu des enseignants qui présentaient le tout avec les exceptions. Alors là, on peut s'attendre à de mauvais résultats. Alors, à éviter, donner des règles abstraites, du vocabulaire trop compliqué, voire trop à la fois, et surtout aller trop vite sans qu'il y ait eu suffisamment de répétition et d'exposition aux structures. À éviter aussi, voir les exceptions avec les règles. Parce que combien de fois j'ai constaté que les élèves se souvenaient des exceptions, à savoir chou, genou, caillou, machin, avec le X, là, et à la fin, ils mettaient le X à tous les mots en OU. Alors qu'en fait, c'est l'exception. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faut d'abord qu'on sache bien la règle générale avant de voir les exceptions, parce que sinon, c'est le mélange entre les exceptions et les règles. Alors, le vocabulaire, pour apprendre un mot nouveau, oui, tout d'abord, en maternelle, vous disiez tout à l'heure qu'à 3 ans, alors j'ai repris vos chiffres là, à 3 ans, les enfants connaissent 950 mots, en 6e, 6000 mots. Mais là, ce sont une moyenne. Mais il est important de savoir qu'en maternelle, la maîtrise du vocabulaire varie du simple à l'octuple selon différents critères, selon le milieu socio-économique des parents, selon le temps qu'on l'on parle aux enfants, selon si on leur lit souvent le soir, selon, bref, tous ces critères-là. Donc, ça, dans les écoles, ça peut être un grand problème s'il y a des élèves qui connaissent beaucoup de mots et d'autres non. Alors, quelques principes généraux pour l'acquisition du vocabulaire. Pour apprendre un nouveau mot et que ça rentre dans le vocabulaire actif, alors ça, c'était une question de monsieur de tout à l'heure. Comment du vocabulaire passif peut-il rentrer dans le vocabulaire actif? Alors tout d'abord, pour apprendre un mot, il faut l'avoir remarqué, avoir fait attention aux mots, en comprendre le sens,
en comprendre l'utilisation, l'avoir vu utilisé en contexte dans une phrase et pas de façon isolée, en avoir une mémoire auditive pour savoir le prononcer, une mémoire visuelle pour savoir l'écrire, l'avoir entendu ou lu entre 10 et 20 fois selon la longueur et la complexité du mot. Et enfin, l'avoir pratiqué dans des exercices, sinon ils vont oublier le mot ou bien en avoir une connaissance un peu abstraite sans savoir trop l'utiliser. Autrement dit, pour apprendre du vocabulaire et savoir l'utiliser correctement, le dire une fois ou deux et l'avoir entendu reste totalement insuffisant. Il faut passer par plusieurs étapes pour aller du vocabulaire actif au vocabulaire, plutôt du vocabulaire passif au vocabulaire actif. Pour travailler le vocabulaire, il faut le travailler de manière explicite et cela demande du travail avec toutes sortes d'activités et je ne sais pas si je vais avoir trop le temps d'en donner des exemples. Alors, pour la grammaire, l'idéal est de présenter une structure. Dans un premier temps, on n'explique rien, on présente simplement en contexte. Alors, on peut utiliser des couleurs ou souligner selon ce que l'on veut montrer. Alors, par exemple, la petite fille a mangé de la pizza, le bébé a mangé de la pastèque, le petit garçon a mangé du brocoli. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On présente la structure, ce qui permet déjà des répétitions visuelles. Ensuite, on présente la structure avec quelques répétitions. Par exemple, on peut commencer avec l'oral. Chaque personne de la classe dit ce qu'elle a mangé. Bon, là, ça va dépendre du niveau, bien entendu. Hein. S'ils le connaissent déjà, bon, on va passer moins de temps à l'oral. Mais si c'est une langue seconde et qu'ils ne savent pas trop les conjugaisons, ce genre de choses, bon, on va voir, selon les besoins, de passer plus ou moins de temps. Et là, on peut d'ailleurs en profiter pour voir le vocabulaire de la nourriture. Alors, hier, j'ai mangé de la soupe, de la viande, etc. Bon. Ensuite, on peut demander au voisin de dire ce que le voisin ou la voisine a mangé. Et une fois qu'on voit qu'à l'oral, c'est acquis, à ce moment-là, on va continuer avec l'écrit. Alors, ce qu'on veut faire, c'est, bon, alors selon le niveau, selon la difficulté du mot, il va falloir plus ou moins d'exercices. Bon, là, manger, normalement, tout le monde connaît ce mot. Si c'est des verbes plus difficiles, à ce moment-là, on va essayer d'associer des images ou faire d'autres exercices. Bon, ensuite, une fois que le sens à l'oral est bon, maintenant, on va travailler l'écriture. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des exercices passifs qui permettent de la répétition. Et les exercices en question sont super faciles. Là, il n'y a pas de difficulté. Le seul but est de fournir des répétitions. Donc, on va, par exemple, demander de souligner les verbes au passé composé. Alors, c'est super facile. Il y a deux parties dans le verbe. Normalement, tout le monde devrait arriver à le faire. Souligner, alors, il y a le présent, le passé composé, et en même temps, ça permet de faire des révisions de l'écriture du présent. Donc, ils sont en contact déjà, ils voient une liste de verbes. Et une fois qu'on a fait cela, normalement, le cerveau devrait déjà avoir enregistré les informations qu'on a à voir le verbe au participe passé avec E accent aigu et qu'on n'a pas d'accord. Bon, si les enfants sont petits, on ne dit rien. S'ils sont un peu plus grands, on peut expliquer la question des accords, etc. Et puis, ensuite, on commence des choses un peu plus difficiles où maintenant, là, il y a encore des répétitions parce qu'on voit encore le verbe au passé composé. Et là, il suffit de trouver une fin. Alors, j'ai préparé, puis alors là, tout ce qu'ils disent, c'est bon, hein, peu importe. Je préparais mon sandwich, mes devoirs, peu importe le contenu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On voit encore les verbes au passé composé. Et maintenant, les élèves vont trouver les conjugaisons à l'écrit, mais ils viennent de le voir déjà au moins 40 fois. Donc, normalement, ça ne devrait pas créer trop de problèmes.
tout cas, moi j'ai fait dans mes classes, bon c'est à l'université des adultes, ils peuvent un peu mieux réfléchir, mais quand même, ils ont fait tous les verbes sans aucun problème, des étudiants chinois, pas une seule faute. Donc c'était super efficace. Et d'ailleurs, je me suis dit, oh, bah, finalement, c'est pas si compliqué, le passé composé, ils arrivent tous à le faire sans aucun problème. Alors là, plusieurs réponses sont possibles. Si on voit qu'ils ont des difficultés, ils peuvent le faire en paire ou en groupe. Bref, on veut que les activités soient faciles, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait beaucoup de répétitions. Et enfin, une fois qu'ils arrivent à faire des exercices assez faciles comme cela, on va petit à petit compliquer en leur demandant de créer leur propre phrase, mais seulement avec des verbes du premier groupe dans un premier temps. Bon, conclusion. En milieu majoritaire, les enfants bénéficient d'une pratique intensive de la langue, mais en pays non francophones, l'exposition à la langue et la pratique sont limitées. Ce qui veut dire que puisqu'on a besoin de fréquences et de répétitions pour acquérir des structures, en salle de classe, il va falloir essayer de recréer, de compenser pour cet environnement qui manque en ayant plus de répétitions en salle de classe qu'on en aurait en milieu 100% francophone. De cette façon, en fournissant de nombreuses répétitions des items et des structures, l'apprentissage a plus de chances de se faire naturellement, c'est-à-dire que le cerveau acquiert les règles. Et il faut beaucoup de répétitions pour chaque item et un grand nombre d'items pour obtenir une banque de données complète. Autrement dit, pour la grammaire, cela demande particulièrement des répétitions. Il vaut mieux présenter une règle simple et la plus simple possible, et même à la limite, même peu de règles ou pas de règles, mais fournir beaucoup d'exemples et de pratiques plutôt que de longues explications qui portent rarement leurs fruits. Il vaut mieux présenter une règle à la fois et éviter trop d'explications. On verra les détails plus tard. Même les règles les plus simples, telles que le S pour le pluriel ou le E du féminin, demandent beaucoup de répétitions. Parce que si on analyse cette question du S du pluriel, en fin de compte, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Par exemple, le S du pluriel, on ne met pas un S pour tous les pluriels. D'abord, il y a des X, d'abord des exceptions, etc. Mais en plus, qu'est-ce qu'on veut dire par pluriel? C'est pluriel des noms et pluriel des adjectifs, mais ce n'est pas pluriel des verbes, ce n'est pas pluriel de tout. En fait, ça veut dire que pour comprendre cette notion du S du pluriel, il faut comprendre déjà la notion de mots variables, mots invariables, la notion d'accord, les mots qui vont ensemble. En fin de compte, ce n'est pas aussi simple que ce n'y paraît. Les élèves doivent travailler des stratégies de réflexion et se poser toujours les mêmes questions. Donc l'enseignement, le rôle des enseignants, c'est aussi de proposer des stratégies d'apprentissage, en plus de la pratique elle-même. Bon, là, je vais me dépêcher ici. Donc, ce que les enseignants peuvent essayer de faire, je suis consciente que ce n'est pas toujours possible, de pratiquer la langue en dehors de l'école pour essayer de compenser ce manque par rapport à des francophones majoritaires. Pour cela, il y a toutes sortes de possibilités. Je ne sais pas, ça dépend des écoles, des pays, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. En Amérique du Nord, on fonctionne beaucoup à base de récompenses plutôt que des punitions. Par exemple, les enfants qui ont lu un livre et puis qui ont noté du vocabulaire vont avoir une certaine récompense. Alors, la récompense reste à déterminer. Alors, ça peut être... on a une boîte à surprises et à chaque fois qu'ils ont fait du travail en dehors de l'école, ils vont avoir des points et puis à la fin de la semaine ou du mois, à ce moment-là, ils ont 3 chances, 5 chances de tirer quelque chose dans la boîte à surprises, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de façons d'encourager
Demander aussi de regarder une vidéo ou un film sur YouTube ou ailleurs, et ensuite demander aux enfants de discuter en classe de ce qu'ils ont pensé du film. Mais pour qu'ils puissent en discuter, il faut qu'ils aient vu le film. Et là, peu importe ce qu'ils disent, le but, c'est qu'ils aient écouté le film en français, par exemple. Donc, toutes sortes d'activités qui ne sont pas nécessairement purement scolaires, mais simplement pour permettre une exposition à la langue en dehors des cours. On sait que la lecture favorise le vocabulaire mais il y a d'autres choses aussi qui favorisent le développement du vocabulaire. Ça peut être de regarder des films, d'écouter des chansons, etc. Donc, il faut voir ce qui est possible selon le niveau. Et on sait que plus les élèves pratiquent le français, plus ils vont développer le vocabulaire et les structures. Donc, les enseignants doivent décider de ce qu'ils souhaiteraient que leurs élèves développent. Donc c'est à chacun de voir ce qui est le plus urgent et comment le faire. Voilà, merci. Donc bonjour, je suis Serge Petitpré de Chennai. Donc ça ne concernera pas notre école à Chennai parce qu'on est sur des langues maternelles milieu minoritaire, mais où ils arrivent avec aucun problème de langue. Mais comme j'étais aux États-Unis aussi, sur la zone Amérique et sur Atlanta, un gros problème qu'on avait, c'était sur la fossilisation. C'est-à-dire que vous dites effectivement, il faut répéter, travailler. Mais on s'apercevait qu'avec les enfants à un très jeune âge, il y a des erreurs parce qu'ils passaient sur la traduction de l'anglais au français, et donc ils étaient dans la fossilisation. Et donc, par exemple, je suis 10 ans, non, je n'ai pas 10 ans, mais je suis 10 ans, ils restent sur toute la scolarité. Ça veut dire qu'on les a en grande section, ils arrivent en terminale, ils continuent à dire je suis 18 ans. Ou même sur les verbes vous avez pris le passé composé, mais si on prend le présent de l'indicatif, ils vont passer dans la traduction et ils vont dire je, et ils vont pas dire je mange, ils vont dire je mangeais, je lire, je. Et donc comment vous pouvez même, parce que le travail de répétition, parce que le travail à l'écrit, effectivement, il est fait en classe. Et donc quand il est à l'écrit, effectivement, ils ne font pas l'erreur. À l'oral, par contre, ils ont fossilisé ces erreurs-là et on avait effectivement beaucoup de difficultés pour les corriger. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et moi-même, je vois cela dans mon travail tous les jours avec ces questions d'anglicisme et de fossilisation des erreurs. Pour corriger des erreurs fossilisées, il faut répéter les structures correctes plus de fois qu'ils ont entendu et pratiqué la forme incorrecte. Alors, on répète. Pour corriger les fautes fossilisées, il faut que les élèves répètent et pratiquent la forme correcte plus de fois que ce qu'ils ont entendu et pratiqué la forme incorrecte. Autrement dit, mettons qu'ils aient dit voilà, je suis 10 ans. Ils aient dit ça, je ne sais pas moi, 1000 fois, mettons. Pour qu'ils arrêtent de faire ces erreurs, il faut qu'ils le répètent de façon correcte plus de 1000 fois. Autrement dit, en le disant une fois ou deux, ça passe ça passe par là et ça sort par là et ils continuent à faire les erreurs. Donc, il va falloir répéter. Les fautes fossilisées, c'est encore pire. Il faut répéter encore plus qu'en temps normal, quand on apprend quelque chose. Alors là, il va falloir faire un travail de structure. Je dirais qu'une première étape possible, c'est de faire un petit poster. D'ailleurs, à mes étudiants de l'université, je leur ai demandé de faire un poster comme celui-là, où on va mettre des catégories d'erreurs les plus fréquentes et d'anglicismes. Alors, par exemple, la question ici avec être et avoir, on va avoir j'ai... qu'est-ce qu'il y avait? Au lieu de dire j'ai faim, ils vont dire je suis faim. J'ai soif,
voilà, etc. J'ai fini, ils vont dire je suis fini, et ainsi de suite. Donc il y a la question de être et avoir. Dans un premier temps, on peut faire un petit poster avec, où on regroupe les structures problématiques. Et à chaque fois qu'on entend une erreur, on montre qu'est-ce qu'il y a ici, répéter. Et puis on peut faire répéter à toute la classe comme j'ai fini, tu as fini, il a fini, etc. Et là, on le voit. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils viennent en classe, ils ont le truc qu'ils voient en entrant. Alors déjà, bon, ça fait quelques répétitions. Ensuite, on peut faire des activités à l'oral qui vont les inciter à dire ce genre de choses. Alors, on peut faire, je sais pas moi, des activités à l'oral où, bon, par exemple pour l'âge, on peut prendre des acteurs ou des chanteurs que les élèves aiment bien, puis on donne la date de naissance, et puis on demande aux élèves de dire quel âge ont tous ces gens-là. En plus, ce sera plus ou moins intéressant pour eux, on espère. Alors, quel âge a Selena Gomez? Puis elle est née en je ne sais pas combien, donc elle a 18 ans, enfin 18 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Et on fait ça de façon à fournir beaucoup de répétitions. Maintenant, combien de répétitions il faut? Ça risque d'être beaucoup, malheureusement, et il n'y a pas vraiment de solution miracle ici, c'est la répétition encore plus que d'habitude. Alors, répétition avec le poster, répétition à l'écrit, répétition à l'oral, des jeux réguliers, puis on peut faire ce genre de trucs régulièrement tant que ce n'est pas acquis, et il va falloir répéter un grand nombre de fois. Bonjour, je suis Mohamed Chouika, je travaille à Bata, dans une école d'entreprise ouverte au public. Donc, en fonction des années, on a 15 à 20 nationalités différentes. Donc, dans notre établissement, on pratique la devise de la mission laïque française, 2 cultures, 3 langues. Et donc, par rapport à votre exposé, etc., vous nous avez expliqué donc, qu'il fallait un temps d'exposition à la langue suffisant pour permettre d'acquérir une langue de manière inconsciente, quasiment. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une limite au nombre de langues à enseigner en primaire et collège, par exemple, au regard justement de ce temps d'exposition? À la mission laïque, dans toutes les écoles d'entreprise, on pratique 3 langues. La langue, le français comme langue de scolarisation, la langue du pays d'accueil pour l'ouverture culturelle et sur l'environnement, et également bénéficier justement du temps d'exposition à cette 2e langue, puisqu'on a le bain linguistique localement, et puis une langue de mobilité internationale telle que l'anglais en principe. Voilà. Est-ce que vous voyez un intérêt à aborder une 4e langue ou voire plus? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on risque pas saturation, confusion? Je ne sais pas. Alors je vous pose la question parce que on a été confronté à cette question puisqu'on a été abordé cette année par une organisation chinoise qui nous proposait des cours de mandarin. Voilà, à titre gracieux, dans le cadre des activités périscolaires, et on s'est interrogé sur l'intérêt ou pas d'aborder une 4e langue. Est-ce que ce serait suffisant? Est-ce que 2 heures par semaine, ce serait suffisant pour acquérir une 4e langue et en avoir des connaissances qui pourraient être utiles par la suite? Alors, il y avait plusieurs questions dans votre question. Tout d'abord, le nombre de langues que l'on peut acquérir en étant enfant. D'après ce que j'ai lu, le maximum, sans que ça crée trop de problèmes, est 4. Donc, 4 langues seraient possibles, au moins au niveau théorique. Maintenant, au niveau pratique, 2 heures par semaine, ce n'est pas suffisant pour apprendre une langue. Donc ça, quelle que soit la langue, et d'autant plus une langue comme le mandarin, qui est une langue difficile.
Alors, cela dépend véritablement du but que l'on veut, que l'on s'est fixé. Disons que 2 heures, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, si le but, c'est d'avoir une petite introduction et d'apprendre un petit peu, bon, ça ira bien. Si le but, c'est de parler couramment le mandarin, 2 heures, ça ne sera pas du tout suffisant. En fait, je dirais que pour vraiment pour se débrouiller dans une langue, pour faire des progrès visibles, il faudrait au moins 6, 7, 8 heures par semaine. C'est la raison pour laquelle, à raison de 3-4 heures par semaine, comme c'est le cas de l'étude des langues en France, 3-4 heures par semaine, c'est insuffisant. Donc, il faudrait plus que ça. Alors, pour répondre à votre question, moi, je dirais oui, c'est bien, on peut apprendre un peu, mais il ne faut pas s'attendre à des résultats. Il y a parfois le mythe de... Les enfants ont un super cerveau, comme une éponge, ils apprennent vite et tout ça, mais en réalité, si vous êtes enseignant, vous le savez que ce n'est pas vraiment le cas. Et en fait, les adultes attendent... si on met les adultes dans la même situation que les enfants, en fait, les adultes apprennent plus vite. Ils ont une meilleure capacité de concentration, etc. Mais d'un autre côté, si les enfants sont petits, il y a un autre avantage à commencer tôt, c'est que quand ils sont petits, on peut faire des activités, des chansons, des comptines, des jeux. Et même s'ils n'apprennent pas beaucoup, ils commencent à se familiariser un peu avec la langue. Et puis, il y a aussi le fait que quand on commence jeune, ça fait partie de notre identité plus que si on est plus âgé. Donc, apprendre une langue jeune, c'est pas seulement apprendre la langue elle-même, mais c'est aussi s'ouvrir à d'autres cultures, c'est se familiariser avec un autre système. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais oui, mais sans s'attendre à des résultats très satisfaisants. Dans le meilleur des cas, ils arriveront à dire quelques phrases, quelques mots, bon, pas grand-chose, quoi. Surtout avec une langue difficile comme celle-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Alors, donc, pour rebondir sur le temps d'exposition, effectivement, qui induit beaucoup en termes de progrès, c'est vrai que le constat qu'on fait, nous, sur la PEH, où effectivement, on a la langue du pays d'accueil qui est arabe, l'anglais, d'autre part, et puis le français, évidemment, en langue de scolarisation, il s'avère qu'effectivement, pour les enfants, notamment, qui ne sont pas issus de familles arabophones, l'initiation à l'arabe, 2 heures par semaine, c'est pari impossible. Et à la fois, donc, on a un peu de déception parfois. Au niveau de l'anglais, c'est pareil. Il y a une forte attente des familles, langue internationale. Voilà, ils s'imaginent plus qu'on va être dans une école internationale où on va avoir de l'anglais. C'est pareil, le quota horaire est insuffisant. Donc, on a songé pour essayer de permettre à nos élèves d'être plus en pratique, d'intégrer l'an prochain du périscolaire avec des langues supports, c'est-à-dire des animateurs des temps périscolaires qui seraient certains intervenants en anglais ou des intervenants en arabe qui vont donc proposer des activités ludiques et pas des cours. Est-ce que réellement ça peut avoir un impact ou pas ? Oui, lorsqu'on pense à apprendre une langue, en fait, il y a plusieurs façons d'apprendre une langue. Je dirais que la première des choses, c'est de l'entendre. Donc, si on a des locuteurs natifs qui viennent faire des activités ludiques, des danses, des chansons, du bricolage, peu importe quoi, à ce moment-là, les enfants sont en contact avec la langue, ils entendent la langue, et donc, oui, c'est important, surtout quand ils sont petits. De toute façon, les explications de langue, qu'est-ce qu'on peut faire avec des petits de 5, 6, 7 ans ? On ne peut pas faire des explications. Les modes, les temps, les participes, ils ne comprennent pas. De toute façon, les explications que l'on pourrait faire pour des langues avec des petits sont minimes. Donc, quand les enfants sont petits, c'est vraiment la meilleure façon pour eux d'apprendre, c'est d'être en contact avec la langue, avec des activités parascolaires, comme vous le décrivez. Oui, ça, c'est super.
c'est la meilleure façon de le faire. En plus, ça sera agréable pour eux, donc ils peuvent associer la langue avec une activité agréable, ce qui, en plus, les motive à l'apprentissage de cette langue. Donc, oui, je dirais oui. Bonjour, Jean Sanchez, directeur de l'école MLF Bouygues de Cuba. Alors, nous accueillons de plus en plus d'élèves hispanophones, dont les parents sont hispanophones, dans un pays hispanophone, des élèves de 3 ans à 13 ans à peu près. Donc, vos recommandations vont aider, bien sûr, vont nous aider, puisque j'enseigne aussi, je suis professeur de mathématiques, vont nous aider à faire progresser nos élèves et à ce qu'ils puissent apprendre le français, pour progresser aussi dans les autres matières, bien sûr. Je voulais parler, si vous avez des recommandations particulières, pour nous accueillir des élèves de 13 ans, 14 ans, qui ne parlent pas du tout le français en arrivant. Notre objectif est qu'ils puissent très rapidement suivre les progressions au collège, par exemple. Et donc, à ce niveau-là, nous avons mis en place évidemment des petites choses. Le but, c'est d'accélérer justement le fait qu'ils puissent suivre certains cours. Évidemment, le professeur de français a une formation FLE. Donc, pendant le premier mois, on fait essentiellement du FLE. L'élève ne fait plus de langue, il fait que du français. Et par contre, dans les autres matières, mathématiques, avec moi, biologie, d'autres matières, on avance tout doucement avec le vocabulaire, en essayant de progresser comme ça. C'était un phénomène assez ponctuel jusqu'à présent, mais ça devient maintenant assez très Je voulais savoir si vous avez des recommandations particulières pour ce type d'élève qui a déjà 14 ans, donc 13-14 ans, et qui n'a jamais parlé français. Alors le français, ils ne l'ont qu'à l'école ou avec leurs camarades lorsqu'ils jouent après l'école ou qu'ils les rencontrent. Voilà. Vous avez dit que vous étiez à Cuba, hein, c'est ça? Oui. À Cuba, dans les universités, ils ont d'excellents programmes d'enseignement des langues. Je suis allée à Cuba à différentes reprises et j'ai vu des étudiantes qui venaient de commencer le français. Il y a seulement 1 an, elles pouvaient avoir une conversation avec pratiquement aucun accent. C'était assez incroyable. En fait, à Cuba, ils sont vraiment bien placés pour l'enseignement des langues. Mais quand je leur ai demandé comment ils faisaient, quels étaient leurs secrets d'une telle réussite, déjà, il y avait un grand nombre d'heures par semaine. Je ne sais plus combien c'était, si c'était 12 heures, 15 heures, 20 heures, je ne me rappelle plus combien d'heures par semaine. Enfin, il y avait beaucoup plus que chez nous, en tout cas. Et l'autre chose aussi, c'était que il y avait un examen d'entrée, en tout cas au moment où j'avais parlé à ces étudiantes. Autrement dit, il n'y avait que de bonnes étudiantes qui travaillaient un grand nombre d'heures. Donc forcément, ça favorisait. Une question, bon, là, c'est pas plutôt qu'une réponse, c'est plutôt une question que je vous pose. Étant donné qu'à Cuba, il y a des universités qui enseignent le français, est-ce qu'il y aurait des étudiants ou des étudiantes qui seraient intéressés à faire un stage dans les écoles pour pratiquer leur français et pratiquer aussi leur technique d'enseignement parce que dans ce cas, vous pourriez avoir un accord sur place avec les étudiants de français pour avoir des personnes qui viennent faire des stages. Et à ce moment-là, si vous aviez... Là, c'est une question que je vous pose. Hein, je ne sais pas du tout si c'est possible ou non. Parce que là, on a plusieurs problèmes dans le cas que vous évoquez. On a le problème de personnes qui doivent apprendre le français rapidement, mais qui doivent également apprendre le contenu, enfin le curriculum. Et si les personnes ne comprennent pas, elles risquent de prendre du retard dans l'acquisition du curriculum. Donc, on veut à la fois que les élèves apprennent le français, mais qu'ils apprennent aussi le curriculum. Et ce qui est un défi énorme. Alors, si vous pouviez avoir des personnes qui font des stages dans votre école, à ce moment-là, elles pourraient de temps en temps dire des trucs en espagnol et ensuite leur aider un peu dans le contenu rapidement pour vite se concentrer sur la langue. Donc ça serait, je ne sais pas, peut-être.
Une autre chose, il faudrait que les élèves aient, avant de commencer, il faudrait peut-être qu'ils aient un stage très intensif pendant l'été, quand ils arrivent. Je ne sais pas si c'est possible ou non. Là aussi, moi, je vous pose plus de questions que je réponds à la vôtre. S'il y avait un stage intensif de 2 mois à raison de, je ne sais pas, 6 heures par jour, pour que quand ils arrivent, ils aient au moins quelques bases, bon, ça faciliterait peut-être un peu le processus. Il faudrait aussi des cours de vocabulaire spécialisés en dehors des cours, parce que si les autres connaissent déjà le vocabulaire, eux ne le connaissent pas. On ne peut pas perdre trop de temps à expliquer le vocabulaire si les autres le connaissent déjà. Mais d'un autre côté, si on ne l'explique pas, ils ne comprennent pas. Donc, s'il y avait des cours de soutien scolaire en dehors, et justement avec des stagiaires éventuellement, en plus on n'aurait pas besoin de payer parce que ça serait genre d'accord, à ce moment-là, il y aurait apprentissage du vocabulaire, des maths, etc., en dehors pour que quand ils arrivent le lendemain, ils sachent ce que c'est que, je ne sais pas moi, la bissectrice ou je sais pas, cours de mathématiques sans loin. Oui. Ou alors, une autre chose qu'il est aussi possible de faire de la part des enseignants, c'est de donner une liste du vocabulaire que vous allez utiliser au préalable, en leur donnant peut-être soit une traduction, soit de montrer dans une phrase ce que ce vocabulaire veut dire, je ne sais pas. Et ensuite, quand vous présentez un concept, s'ils ont déjà le vocabulaire, ça réduirait un peu les difficultés. Bon, heureusement, entre l'espagnol et le français, il y a beaucoup de mots quand même similaires, surtout en mathématiques ou dans d'autres disciplines. Donc, le vocabulaire peut s'apprendre relativement facilement. Il y aurait aussi, mais une autre chose qu'il faudrait travailler également, c'est les stratégies d'apprentissage. Pour que s'ils se trouvent face à du vocabulaire inconnu, qu'ils ne paniquent pas, qu'ils se disent « bon, voyons ce que c'est en espagnol, c'est presque le même ». Donc, travailler des stratégies d'apprentissage également, en particulier au niveau du vocabulaire et de l'inconnu. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire ici. Voilà, quelques pistes. Merci.